Donc gynécologue obstétricien à Nantes, membre de la commission orthogénie contraception du collège et président de la commission d'éthique du collège qui va nous parler de la contraception définitive des jeunes hommes et jeunes femmes. Alors, moi, je ne suis pas très doué en téléconsultation et je l'ouvre en cliquant dessus. Alors, je suis trahi par la petite souris, là. Ah, le pas, d'accord. Ça marche, pardon. Merci. Bonjour et merci de bien vouloir écouter sur un sujet qui peut-être ne va pas vous passionner et pourtant qui concerne de plus en plus d'hommes et de femmes jeunes et qui demandent une contraception définitive. La contraception définitive, comme vous le savez, c'est un des outils de la contraception. C'est peut-être pas le premier qui vient à l'idée des gynécologues et des urologues, mais pourtant, ça existe et je vais vous parler de la situation particulière des hommes et des femmes, surtout des femmes ici dans un congrès de gynécologie, des femmes jeunes qui demandent une contraception définitive. Alors juste replacer un peu ce contexte de contraception définitive en France. Alors je m'en excuse, mais je n'ai pas trouvé de chiffres plus récents. Mais en 2018, il y avait à peu près 25 000 demandes et de réalisation de contraception définitive pour les femmes. Ça, il n'est pas question d'âge jeune, là, c'est toutes les contraceptions définitives réalisées et 8 000 pour les hommes. Et on voit que ce chiffre, en particulier pour les femmes, a beaucoup chuté depuis l'arrêt des jours. On voit ici avec les courbes que vous pouvez lire l'augmentation des demandes de contraception définitive concernant les hommes, puisqu'on est passé de 3 800 en 2015 à plus de 12 000 en 2019, et c'est une courbe qui continue d'augmenter, et de façon très signifiante. On s'en rend compte, nous, à l'aune de nos propres consultations de gynéco et d'urologie, et on voit une relative stagnation du nombre des contraceptions définitives pour les femmes. Alors, pour ce qui concerne l'âge, maintenant, on voit que l'âge moyen de contraception définitive, qui représente à peu près 4 à 5% des méthodes de contraception chez les femmes en France, l'âge moyen, c'est autour de 40 ans. Et une petite proportion, par exemple, pour ce qui concerne les Pays de la Loire, mais qui est identifiée de la même manière pour toutes les régions en France, et qui va concerner simplement moins de 1% des femmes avant 30 ans et 5 à 6% avant 35 ans. Alors, longtemps, la contraception définitive, et en tout cas pour moi je peux en témoigner en tant que gynécologue, chirurgien et accoucheur, que c'était soumis à une question de bon sens et une question de difficulté contraceptive par ailleurs. C'est-à-dire que ce qui était le consensus un peu culturel admis, c'était que ça concernait des femmes au moins de 40 ans ou ayant plusieurs enfants déjà, des contraceptions complexes, des échecs contraceptifs, plusieurs IVG. Et à Nantes en particulier, puisque je viens de Nantes, il y avait notre chef de service, qui était Marc-Ferdinand Laura, qui avait établi un score. C'était en 1983, longtemps avant la loi du 4 juillet 2001, qui a repensé la question de la contraception définitive, ou plutôt qu'il l'a pensée pour la première fois. Et puis aussi une mise à jour du collège en 83, puis en 2006. Et ce score de Laura, c'était un peu la référence au sein de la profession. La question particulière concernant les femmes et les hommes jeunes, c'est la question du regret. C'est-à-dire, est-ce que lorsqu'on fait réaliser une intervention comme celle-là, le regret augmente? Il y a quelques études qui ont montré qu'effectivement, le regret était un peu plus élevé lorsqu'on s'occupait de le considérer lorsque l'âge de la réalisation était précoce. Je pense que c'est des études qu'il faudrait affiner pour qu'elles soient plus puissantes dans leur expression. Alors, l'âge des femmes en Pays de la Loire en 2013, on peut toujours superposer sur les années suivantes. Vous voyez que le pic, c'est vraiment autour de 40-42 ans et qu'il y a une toute petite proportion chez les femmes majeures entre 20 et 34 ans, 35. Alors, je vais vous parler d'éthique un peu parce qu'effectivement, la question, elle ne va pas pouvoir simplement être résolue par un protocole médical ou par des références absolument technique ou scientifique. Mais il est question d'éthique. Et au fond, de savoir qui est le plus susceptible de savoir pour lui-même ce qui est important pour lui. Ou pour elle. Quand je dis lui, c'est évidemment plus large.
Alors vous voyez que l'éthique, la question du paternalisme médical a varié, puisque dans les années 64, Louis Porte disait « Tout patient est et doit être comme un enfant à apprivoiser, et le médecin est seul à pouvoir exercer une volonté agissante dans une grande liberté d'une manière relativement éclairée. » On est assez loin des process de consentement et d'information tels que la loi Kouchner en 2002 a amorcé, non seulement amorcé, mais a légiféré autour. Alors il y a quand même toute une réflexion qui doit être dans le doute, c'est-à-dire qu'il y a une balance entre le paternalisme du médecin qui saurait mieux et du consumérisme qu'il s'agirait simplement de définir face à une demande la réponse qui serait immédiatement congruente. Alors, moi j'ai envie de vous parler d'une approche qu'on a depuis quelques années dans le service et qu'on continue d'avoir. C'est une approche éthique multidisciplinaire qui va venir augmenter la réflexion des praticiens par ceux et celles, plutôt, réflexion des juristes, philosophes, sociologues, mais aussi des citoyens. Et in fine, après toutes ces réflexions et ces débats, ces délibérations et ces argumentations, c'est toujours au médecin, dans le cadre de la relation duelle avec son patient, qui va décider de ce qu'il va faire. Alors le droit, je rappelle juste la loi qui parle de stérilisation à visée contraceptive et qui parle donc de ligature des trompes ou des canaux déférents et qui ne peut être pratiquée sur une personne mineure. C'est la première restriction absolue. Et elle ne peut être pratiquée que si la personne majeure a exprimé une volonté libre, motivée et délibérée en considération d'une information claire et complète sur ses conséquences. Et dans la loi, il n'y a pas de limite d'âge, puisque tout homme et toute femme majeure peut demander cette contraception définitive. Là, je n'ai pas parlé je l'ai mis dans mon titre, mais je n'ai pas parlé des femmes et hommes handicapés mentaux en particulier, qui ont un article de loi particulier qui les concerne et qui consiste à l'avis d'une commission spécifique qui n'existe pas en réalité, mais ça veut dire que pour le gynécologue obstétricien qui intervient, il doit appeler le procureur qui lui donne, en général, au cas par cas, son accord de principe. Ne parlons pas de cela qui est extrêmement complexe et situons simplement la question des hommes et des femmes jeunes, majeurs bien sûr, moins de 35 ans et sans handicap. Alors, il y a la question que je rappelle de la clause de conscience, on en a parlé pour l'IVG, elle existe aussi de façon spécifique au fait pour la contraception définitive. Alors le juriste il nous dit simplement que il ne faut pas confondre la demande et la volonté d'une femme ou d'un homme d'avoir une contraception définitive avec, évidemment, celle qui consisterait à l'atteinte de son intégrité physique si elle était forcée. On est obligé de parler de ça quand même sur le plan juridique, puisque vous savez bien que dans l'histoire du monde, et pas si loin que ça, et pas seulement lors du Troisième Reich, n'est-ce pas, mais encore plus récemment, dans des pays apparemment libéraux, il y a eu des exactions, on va dire, autour de ces stérilisations. Donc là, il s'agit bien de dire que ce sont des stérilisations qui sont demandées, voulues, avec grande force, en général, par ces gens jeunes. Denis Berthiaud, il a fait un très bel ouvrage qui s'appelle « Le virage bioéthique » et c'est un juriste qui enseigne ici à Paris à la Sorbonne et qui travaille avec nous dans notre centre d'éthique. Alors le philosophe, lui, il va penser à l'autonomie du patient et à la nécessité de tout faire pour qu'il recouvre même son autonomie, c'est-à-dire qu'il puisse vivre selon son plan de vie, sa conception de vie bonne, avec l'idée du principe, au fond, de bienfaisance aussi. Et Ruben-Augien, qui est notre parrain, qui est le porteur de l'éthique minimaliste en France et qui est décédé maintenant, et il nous dit que l'autorité morale de la personne en tant que sujet est souveraine dans la mesure où elle ne fait de tort à personne. La sociologie, je passe vite, mais vous la connaissez sans doute pour beaucoup d'entre vous, l'enquête Fécond en 2000, puis en 2013, a retrouvé les mêmes chiffres, c'est-à-dire qu'à peu près 5% de la population jeune française déclare ne pas avoir l'intention d'avoir d'enfants. Et ces chiffres sont relativement stables. Pour les hommes, ce serait même peut-être un peu plus. Je passe. Je passe assez vite aussi sur cette question, mais c'est une question qui est là étudiée par une historienne et aussi sociologue,
et qui nous rappelle que notre société pose le désir d'enfant comme une évidence. Et je vous dirais à quel point la rencontre avec les femmes et les hommes qui ne désirent plus avoir d'enfants et dans le recueil des récits qu'on a fait, puisque ça va être le sens de l'étude que je vais vous proposer de vous montrer, est forte et puissante au fond. Donc, les médias, là c'est Le Monde, mais plein de médias retracent effectivement cette demande de plus en plus fréquente de jeunes qui refusent d'avoir des enfants. Et il y a aussi, bien sûr, les réseaux sociaux. Alors là, c'est pas forcément l'apostrophe que je préfère, mais elle existe et elle nous interroge, nous, gynécologues, puisque est-ce que les gynécologues, c'est Martin Winkler, est-ce que les gynécologues qui refusent une ligature de trompe à une femme de 33 ans sous prétexte qu'elle n'a pas d'enfant, qu'elle est trop jeune, vont un jour comprendre que ce n'est pas à eux de décider de ce qu'une femme fait de sa vie? Je ne vous lis pas jusqu'au bout, ce n'est pas nécessaire. Mais vous voyez bien que c'est vraiment la question, elle est là, au fond, elle est là, on le voit bien dans plein de sujets de notre profession, et en particulier en gynécologie obstétrique, où on est toujours aux confins de questions sociétales et dont on n'a pas l'exclusivité des réponses adéquates. Enfin, je le pense. Alors, c'est un peu ce que disait un de nos collègues tout à l'heure, c'est-à-dire que pour le gynécologue obstétricien, c'est vrai qu'il a un certain nombre d'injonctions qui guident, je dirais presque des principes déontologiques kantiens, qui vont guider sa fonction, c'est-à-dire de prendre soin de la mère et de l'enfant. Pour tous ceux qui ont pratiqué en salle, ils savent que lorsqu'il y a un accident pour la mère, pour l'enfant, c'est insupportable. Et on recherche toujours ce qui s'est passé, qui a amené à cet insupportable. Il y a plein de fonctions valorisantes, mais qui vont du côté de la maternité, de la procréation médicalement assistée, vous le voyez bien. Et on pourrait penser qu'il y a une contradiction avec l'IVG et la contraception définitive. Je pense infiniment que non. Mais ça, il faut le penser. Il faut le penser dans nos services. Il faut animer les services pour que ça ne soit pas en contradiction, mais que ce soit des pistes différentes, d'axes de travail différents, mais qui aillent dans le sens de ce que souhaitent les femmes et les couples. Bon. C'est vrai aussi que récemment, j'ai reçu un coup de fil d'un responsable de la Société de chirurgie gynéco-française qui me disait mais comment on pourrait faire pour que ça bouge un peu, puisqu'il y a beaucoup de refus de contraception définitive en général et de contraception définitive chez des femmes jeunes en particulier, et à des chiffres vraiment très importants mais que je n'ai pas pu vérifier. Et je crois que souvent l'intention n'est pas, enfin j'aime à le croire, malveillante, mais qu'elle est surtout dans le primum non nocere, c'est-à-dire l'idée de ne pas nuire. Donc il ne faut pas négliger ça. Mais on va voir comment éthiquement on peut réfléchir à la question. Alors nous, au sein du service, mes collègues ont souhaité vraiment que on participe. J'ai créé le centre d'éthique clinique avec un oncologue, un professeur de médecine en retraite, mais qui est tout à fait émérite, et pas seulement dans les titres. Et on anime un centre d'éthique clinique avec des philosophes, juristes, comme je vous ai dit un petit peu vite tout à l'heure, et des citoyens aussi qui participent à nos staffs et qui ont été formés. Donc ils nous sollicitaient de plus en plus par des femmes jeunes, et ils ont voulu s'appuyer sur un éclairage qu'on pourrait leur donner. Et je pense que c'est quelque chose qui peut se reproduire dans plein d'endroits. Et c'est une question de volonté en fait. Et donc nous avons fait une étude qui était de décrire le fonctionnement, l'organisation de cette consultation d'éthique à la suite de demandes de contraception définitive et de présenter les issues de ces demandes. Alors là, c'est sans doute pas très visible, mais bon, on a un épidémiologiste, un oncologue, un juriste, un philosophe et 2 gynéco-obstétriciens. Bon, je passe. On a fait donc l'étude de cette démarche d'éthique. Alors, comment ça se passe? Je vais vous le dire très simplement. Lorsqu'il y a une demande de contraception définitive, par exemple d'une femme de 20 ans, qui met en difficulté le gynécologue obstétricien, qui se voit mal répondre oui. En même temps, c'est le droit, vous voyez. Bon. La difficulté pour lui de répondre oui, on peut la comprendre. Elle se vit avec son système propre de valeurs, elle se vit aussi au sein du bloc opératoire. Lorsqu'il va falloir faire cette célioscopie, il va falloir vraiment assumer le truc et défendre cela face aux anesthésistes, qui ne sont pas forcément antagonistes de la question, mais il faut vraiment toute une pédagogie, quelque chose d'assez lourd. Donc là, l'idée, c'est que lorsqu'il est face à cette demande, il saisisse la consultation d'éthique clinique, qui va déléguer des gens formés à 2 ou 3,
un professionnel de santé et un non professionnel de santé, une personne apprenante en général, qui va rencontrer la femme ou l'homme qui a cette demande particulière et particulièrement jeune. On a aussi des demandes nombreuses en fin de vie, par exemple, et qui vont concerner plus de patients, plus de personnes aussi, puisqu'il faudra rencontrer les familles, les différents soignants, etc. Là, c'est un peu plus simple pour la contraception définitive. On rencontre la personne qui est intéressée, on recueille son récit. On recueillera aussi le récit du praticien qui pourra exprimer toute sa difficulté et toute son argumentation. Et puis ensuite, ces récits, en fait, c'est de la médecine narrative, sont restitués à un staff de gens formés qui vont écouter, qui vont délibérer entre eux de façon très libre et qui ensuite vont argumenter sur un certain nombre de principes, leur propre position, qui n'a pas d'autre valeur que d'éclairer la position in fine que prendra le médecin. Ça va, ça? C'est pas... Ouais. Alors, la démarche éthique, bon, je vous l'ai fait vite, mais je pense ici, j'ai une pensée pour Gérard Lévy, parce que c'est lui qui m'a introduit dans la commission d'éthique du collège, et j'ai été formé à la consultation d'éthique, en particulier avec lui, à Cochin. Bon. Donc, les principes éthiques qui nous font réfléchir et sur lesquels on va s'appuyer, c'est les principes d'autonomie, autonomie du patient, reconnaissance de son autonomie, bienfaisance de ce qui va nous pousser à faire, par exemple la CELIO-LT, on va dire, ou principe de non-malfaisance qui va nous pousser à ne pas agir. Et enfin, le principe de justice, qui est un principe métaéthique, qui est le vivre ensemble, et la façon dont on estime que nos moyens sont ajustés et justes par rapport à la question posée. Bon, c'est du très rapide, Alors, notre étude, ça a été un recueil de données sociodémographiques, antécédents, biographies, contraception antérieure, enfin vous pouvez le lire, le nombre de demandes préalables et refus, parce que c'est vrai que le parcours de ces femmes et de ces hommes aussi, il est semé d'embûches et il est parsemé de refus. J'en faisais allusion à Caen, là. Et on a noté les argumentations lors des staffs d'éthique, l'avis, et puis ensuite suivi ou non d'une réalisation de cette contraception définitive et dans quel délai. Et après, là, c'est vraiment une ligne que je suis incapable d'expliquer parce qu'en fait, c'est celle de mon copain épidémiologiste et statisticien qui m'a parlé de thématisation séquentielle, mais je ne sais pas trop ce que c'est. Bon, c'est pas grave. On a classé ensemble les motifs de demande, en fait, une typologie. Alors, ce qui peut se discuter, je crois que ce n'est pas le principe de la consultation d'éthique, mais on voulait savoir un peu ce qui pouvait se dégager de ces demandes importantes. En plus, il y a un effet réseaux sociaux chez nous, puisque comme les femmes et les hommes savent qu'ils sont reçus, ils ont plutôt tendance à venir directement plutôt que d'aller, nous on est à Nantes, d'aller à Angers, au Mans, enfin je dis n'importe quoi là, mais on voit bien que, je ne veux pas de pointer certaines villes, mais ils viennent un peu partout parce qu'ils savent qu'on les reçoit. Donc il nous paraissait intéressant de savoir un peu quelles étaient leurs motivations principales. Alors des motifs médicaux, donc on a classé les motifs médicaux, politiques et écologiques, je crois qu'on en parle de plus en plus, des motifs de convenance personnelle, des motifs d'opposition ferme. Alors c'est une sorte de répulsion à l'idée d'un corps transformé par la grossesse et l'idée de l'accouchement insupportable, etc. Et puis des motifs multiples, en fait, les 4 premiers, mais qui s'intriquent. Pareil pour les méthodes statistiques, vous me ferez grâce de les détailler. Donc, sur une période de 2012 à 2019, on a finalement sélectionné 59 demandes de contraception définitive de femmes majeures sans handicap mentaux. Vous voyez qu'elles se répartissent en fonction des âges. On a quand même eu 18 demandes, moins de 25 ans, etc. Vous pouvez le lire. Mais depuis, ça ne cesse d'augmenter. Je vous ai mis les années là, 2020, 2021, 2022. Et sur de janvier à avril, on a déjà eu 26 demandes de patientes jeunes de Vasec. Alors, sur l'âge moyen, on voit que c'est plutôt, vous voyez sur les histogrammes à droite, là, l'âge en abscisse et les femmes avec enfants en colonne blanche et en colonne grisée sans enfants. Et l'âge moyen, c'était 27 ans. Et on avait une répartition pour les femmes de moins de 25 ans, pratiquement un tiers. Enfin, vous voyez les chiffres aussi.
Alors, ce qui nous a frappé aussi dans l'étude un peu démographique qu'on a fait, c'est qu'il y avait une sous-représentation des femmes cadres, professions libérales, et beaucoup de femmes employées ou sans emploi. Beaucoup de femmes disaient avoir été victimes de violences verbales, physiques, sexuelles pendant l'enfance ou l'adolescence. Et puis il y avait quelques 12% d'épisodes dépressifs suivis. Je crois que ça n'a pas de lien, mais je vous présente juste. Voilà. Pour ce qui concerne la contraception, vous voyez que beaucoup d'entre elles avaient déjà utilisé des œstroprogestatifs, aussi des stérilets, enfin des dispositifs intra-utérins au cuivre et les systèmes intra-utérins au lévonorgestrel, implants. Et puis dans ces demandes vient beaucoup aussi la crainte hormonale, qui est générale, que vous connaissez tous, et qui est une réalité, crainte de la grossesse, et souvent un âge de prise de conscience du non-désir d'enfant et d'une pensée de contraception définitive à 21 ans en moyenne. Alors tout ça ne veut pas dire grand-chose, parce que je pense qu'à chaque fois, ce sont des singularités. Il n'y a pas un récit qui soit le même dans tout ce qu'on a pu recueillir. Mais là, bon, c'est donné une certaine coloration générale. Et le nombre de refus allait de 1 à 7. Alors les motifs principaux, ils sont surtout d'ordre personnel. C'est j'ai suffisamment d'enfants, pour celles qui en avaient déjà. Je ne veux pas assurer la potentielle éducation d'autres enfants, ou je ne veux pas en avoir. C'était plus de la moitié des motifs principaux, et en général, comme l'expression dans les entretiens qu'on a avec ces femmes qui durent entre 1 heure et 1 heure et demie, c'est dans la liberté qu'elles ont de dire ce qui les amène, c'est vraiment quelque chose qui vient de loin, qui vient de leur tripes. Les motifs écologiques sont souvent représentés, mais souvent en arrière-plan, et comme motif principal, c'est simplement 20% des demandes qu'on a pu avoir. Et puis vous voyez que les motifs médicaux sont le plus souvent peu présents, et les motifs multiples, en fait, représentent à peu près 25% d'intrication de toutes ces raisons. Alors là, je vous passe très vite, mais juste que ce que vous pouvez voir, c'est sur l'avis du staff, en fonction des âges, vous voyez, moins de 25 ans, 25, 29, 31 ans, 30 ans et plus. Là où il y a eu plus de réserves, c'est, j'allais dire, évidemment pour les plus jeunes. Et il y a eu, quand on dit refus, c'est plutôt un éclairage négatif transmis aux médecins. Il nous avait semblé, après délibération, comme je vous l'ai décrit, et argumentation avec les différents principes, que ce n'était pas opportun. Et puis, pour ce qui concernait les motifs, là, on voit que sans doute les réserves étaient plus grandes lorsque les motifs politiques écologiques étaient annoncés en premier. Alors ça, c'était pas du tout conscient, hein. C'est l'étude rétrospective de nos dossiers qui a permis de voir ça. Juste un petit paragraphe pour la vasectomie, vous l'avez reconnu, je pense. Il se trouve que moi, en tant que gynécologue obstétricien, depuis maintenant 4-5 ans, je fais beaucoup de vasectomies. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, je pense. Mais j'ai eu beaucoup de difficultés. C'est pas un moment psychanalytique, mais ça n'a pas été évident. Tout d'un coup, de faire des ligatures de déférent. Mais il se trouvait qu'il y a une tradition à Nantes, aussi bien au CHU que chez nous, au centre Clotilde-Vautier. Dans les deux centres, il y a toujours eu des médecins qui ont fait des vasectomies. Ces médecins étaient très engagés, sont beaucoup plus vieux que moi, ils sont partis à la retraite. Et j'ai pris le relais. Et je suis frappé de voir à quel point il y a eu une explosion des demandes. Et ce petit graphique-là ne montre pas la réalité de ce que je vis, puisque chaque semaine, je vois pratiquement plus que des hommes maintenant en tant que gynécologue. Alors, ça les amuse quand je me présente, quand je leur dis que je suis gynécologue et obstétricien, ils me disent, bon, bah, pourquoi pas. Ça, oui, bon, il n'y a plus beaucoup de fantasmes chez les hommes sur cette intervention. C'est-à-dire que je vois peu de demandes qui consistent à dire mais est-ce que ça va atteindre ma virilité, est-ce que c'est plutôt pour tous ceux qui viennent, c'est je veux prendre ma part de la contraception, je ne veux plus voir ma femme mal avec les hormones ou douloureuse avec le stérilet. Je dis stérilet parce que c'est ce qu'ils disent aussi. Hein. Et puis préservatif, c'est pas top. Donc je veux prendre ma part. Et puis, on a certains hommes jeunes qui viennent nous demander des vasectomies, et ça va de 18 ans à 35 ans. La semaine dernière, j'ai un jeune homme de 18 ans qui me dit « moi, je veux une vasectomie ». Donc, c'est toujours perturbant quand même. Et
j'avoue que je ne sais pas un aveu, je trouve que cet appui d'un avis multidisciplinaire éthique est quelque chose qui est aidant pour tout le monde. Pour le praticien, pour le patient, en général, ils sont très contents d'avoir eu plus le temps quand même que dans une consultation lambda, d'exprimer tout ce que ça recouvre pour eux. Et c'est assez fantastique d'avoir ces récits. Je vais vous les donner, mais c'est ça qui est intéressant en éthique clinique, c'est la rencontre et c'est le recueil des récits. Je ne suis pas trop long ? Un peu. Ah, j'ai dépassé le quart d'heure. Ouais, j'arrive à la fin. Donc pour le médecin, qu'est-ce qu'il peut en tirer, lui ? Le principe d'autonomie seul n'est pas suffisant, puisqu'il est bien clair que l'autonomie, c'est très complexe, hein, mais que la personne face à lui, la plupart du temps, est autonome, capable de décider pour lui-même. Mais est-ce qu'on s'accorde seulement ça comme réflexion ? Le principe de non-malfaisance, comme on l'a dit, ça vient souvent en contrepoint pour exprimer toute sa crainte et la crainte du regret futur. Mais est-ce qu'il en sait plus que le sujet ? La première question qui se pose en consultation d'éthique clinique, c'est qui est le sujet ? Bon, là, c'est simple, parce qu'évidemment, c'est la personne qui demande. Mais il ne faut pas l'oublier quand même. Et puis, il y a l'engagement, évidemment, de sa propre responsabilité, puisque c'est un geste définitif, aussi bien chez l'homme jeune que chez la femme jeune, avec une Célio âgée avec ses risques. Mais j'ai juste noté ça parce que ça m'est resté un peu en travers de la gorge. C'est que la résistance de ceux qui, avant la loi de 2001, estimaient que le risque Célio était trop grand, pour faire des ligatures de trompe par exemple, s'est retrouvé chez les mêmes après la loi, alors qu'il y avait l'hystéroscopie est sûre, et avant sa suppression, qui trouvaient que l'hystéro était trop facile et que les demandes des femmes allaient exploser. On trouve ça souvent comme mécanisme de pensée, mais ça ne s'est pas du tout produit en fait. Hein. Bon. Alors, à partir de notre expérience, toujours des réflexions éthiques pour le médecin, concernant donc ce parcours des femmes, ces refus, la position du médecin. Alors là, je ne sais plus trop ce que je voulais dire. Refus par rapport à l'âge, forme du refus catégorique, jugeant, moqueur, négatif, ou bien dans l'écoute et la discussion, et ne pas nuire. Donc je crois qu'effectivement, la réception de ces demandes, elle doit se penser, PEN, SER, avant. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit, moi, j'appelle à un service, ou d'hommes, hein, j'appelle un service de gynéco-duro, quand j'ai dit mon âge et quand je dis mon motif de consultation, on me raccroche quasiment au nez, ou on me dit, chez nous, on ne fait pas. Clac. Ça, c'est un refus qui met au large le médecin et sa responsabilité, le laisse tranquille dans son confort de pensée, mais ça ne fait qu'augmenter le désir de la personne refusée. Hein. Et c'est donc pour lui un motif de lutte, et parfois opiniâtre. Il n'est pas rare que lorsqu'il y a eu plusieurs refus, et suivant leur forme parfois cinglante ou jugeante, ils arrivent, ces patients, je parle des hommes là, en disant « je fais valoir mes droits ». Et puis vous voyez que dans la presse, du coup, si la loi de 2001 a rendu la pratique légale, les hommes et les femmes qui souhaitent y recourir se heurtent au refus des médecins à la pression familiale. Voilà. Cette méthode de contraception reste ainsi étrangère aux mœurs françaises. Bon. Alors là, quelques verbatims, mais très rapidement, mais vous pouvez les lire. Mais on m'a rionné, on m'a mis dehors. Ou bien on fait des prédictions négatives. Jamais vous ne trouverez quelqu'un qui acceptera. Ou bien vous n'y arriverez pas. Ou bien on me parle de regret. En fait, on parle comme si moi, je n'avais pas réfléchi déjà et que c'était le médecin qui réfléchissait à ma place et qui savait mieux. Et je comprends que ça soit un peu insupportable à force. En sachant que, évidemment, ça concerne une petite marge de personnes qui vont être intéressées par la question. Hein. Et puis d'autres, vous ne savez pas ce que vous faites, c'est ridicule, etc., etc. Vous allez changer d'avis, et puis vous allez contre mes convictions. Bon. Donc vous l'avez compris, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une écoute et une porte ouverte et un esprit ouvert. Pour avoir un vrai dialogue, surtout une écoute du récit, encore une fois, l'accouchement de la pensée, le recueil du récit, et parler de bienfaisance aussi. C'est-à-dire que, selon le principe de bienfaisance, la contraception définitive doit apporter un bien-être aux femmes et aux hommes, avec le soulagement de la peur d'une grossesse, une harmonie dans les relations sexuelles. Je veux retrouver une légèreté pour moi et mon couple. Mon mari veut retrouver sa femme. Bon.
Il s'agit ici d'amélioration de la santé, plus généralement de la qualité de vie revendiquée par les femmes. Et donc les professionnels, souvent, ne sont pas très sensibles à ce principe. Ils préfèrent penser non-malfaisance. Mais je crois qu'il faut travailler ce principe de bienfaisance quand il s'agit de contraception définitive. Bon, je vous passe ça. Alors, en conclusion, c'est ça que je voulais vous dire. Vous voyez en vert ce qui serait une sorte de recommandation éthique qui consiste donc à l'écoute, au recueil du récit, à penser autonomie du sujet et sa capacité à savoir ce qui est bienfaisant pour lui. Bien sûr, de penser toujours au principe de non-malfaisance. On peut considérer aussi que la contraception définitive, c'est un soin. Qu'est-ce que soigner veut dire ? Et puis, cette consultation d'éthique clinique telle que je vous ai très très rapidement décrite, ça peut être un appui pour les médecins. Je pense que c'est très compliqué d'être dans le seul à seul dans de telles demandes et qu'il faut avoir des supports et des appuis. Ça peut être celui-là, ça peut être d'autres. Je crois que dans chaque institution, dans chaque centre, on peut réfléchir à ça. Mais ce qu'il faut éviter, c'est ces jugements, ces normes imposées, ce paternalisme à la Portès, là, et rester isolé dans cette difficulté. Voilà, merci de votre attention. Merci Philippe pour cet exposé complet. Y a-t-il des questions dans la salle ? Bonjour, merci beaucoup. J'ai 2 questions. Est-ce que vous avez un chiffre par rapport au nombre de refus en fonction du sexe du demandeur ? Est-ce qu'il y a plus de refus chez les femmes que chez les garçons ? Et l'autre question, c'est le staff de quel professionnel de santé ou en dehors de la santé est-il composé ? Merci beaucoup. Alors pour la première question, je répondrai alors pas du tout au niveau hexagonal, je ne sais pas. Mais en ce qui concerne notre territoire, en Loire-Atlantique, à Nantes en particulier, la position des gynécologues, chirurgiens et des urologues est assez superposable. C'est-à-dire qu'en dessous de 40 ans, en général, c'est refus. Après, bon, il peut y avoir des petites modifications au fur et à mesure de notre travail aussi en centre d'éthique clinique. On voit que les choses commencent à bouger, les réflexions à se faire. Mais je pense qu'il n'y a pas fondamentalement de différence. La deuxième question, c'est quels sont les professionnels de santé dans le staff ? Alors, il y a des médecins, mais pas seulement des gynécologues obstétriciens, bien sûr, vous l'avez compris, des médecins de soins palliatifs, gériatres, médecins, chirurgiens, anesthésistes, sages-femmes, infirmières, aides-soignantes. Moi, je crois que c'est très important qu'il y ait toutes les fonctions de soignants. Et puis, comme non-soignants, il y a des citoyens qui se sont agrégés, qu'on a cooptés au départ, parce que ça fait 10 ans qu'on pratique, mais qui sont venus, d'autres sont venus, on a formé, parce qu'on fait des séminaires de formation, etc. Et puis, quelques piliers un peu intellectuels, non-soignants, qui sont les philosophes, juristes, sociologues. On a des artistes aussi. C'est très intéressant sur cette question-là, par exemple, parce que sur la question de la contraception définitive, on s'aperçoit que dans un staff, on va avoir un système de pensée qui nous relie, nous, soignants, on va dire, aux professionnels de santé, et qui nous formate à penser à peu près pareil. C'est trop jeune, ils sont trop jeunes, point. Et puis le citoyen, il se dit, mais quelle est la loi ? Il a le droit, mais alors, au nom de quoi ? Sur quelle argumentation vous pouvez asseoir votre refus, au fond ? Elle est quoi ? Le regret, mais pourquoi vous auriez plus une plus haute idée de ce qui serait son regret que lui-même ? Vous voyez, donc ça, on le reçoit, c'est pas sous une forme de défiance, au contraire, moi je trouve que ces staffs construisent de la confiance, parce qu'on part sur toute une méthodologie qui consiste à écouter l'autre, à pas interrompre, à pas être animé par des certitudes qui nous font nous affronter à d'autres qui penseraient l'inverse, mais plutôt aller sur des doutes, mais qui construisent. Une autre question ? Oui, merci Philippe pour ta présentation. Petite remarque, tu disais que la tendance était quand même à la disparition des a priori quant à la vasectomie. Je pense que c'est valable chez les hommes qui viennent te voir, parce que c'est pas par hasard qu'ils arrivent. Moi, dans ma pratique, j'ai surtout des femmes qui demandent une contraception définitive pour elles, et quand on leur présente l'alternative, avec le petit livret notamment, ah non, mais lui, il
voudra jamais, machin. Donc les a priori sur la vasectomie, ils sont encore très lourds, en population générale, j'ai l'impression, et qu'il y a probablement pas mal à faire là-dessus. Ensuite, alors c'est un bel outil quand même, ce centre d'études cliniques pour travailler sur ces décisions difficiles. On a mis en place, nous, un staff chirurgical où on présente ces dossiers-là. Alors, c'est pas du tout le même outil, c'est différent, mais ça permet, je pense, de rassurer l'opérateur quant à sa décision. Quand il n'est pas seul à la prendre, quoi, ça peut un peu les rassurer. Bon, moi, je les opère pas, donc c'est d'autant plus facile pour moi d'en discuter, parce que derrière, je n'aurai pas la responsabilité du geste chirurgical. Mais je pense que c'est déjà, sans trop de moyens, un outil qui peut aider les praticiens pour... Sûrement, je pense que c'est très compliqué si le praticien reste seul. Hein, et il faut lui trouver des moyens d'être entouré pour qu'il ait un appui. Alors pour la vasectomie, sûrement, on a des biais de recrutement, entre guillemets, parce qu'ils savent qu'en venant là, on va la faire sous local la plupart du temps. Mais je vois quand même une explosion des demandes. Et nos collègues urologues, j'ai beaucoup travaillé avec eux dans d'autres domaines de la chirurgie gynéco, et ils me disent, mais fais-en plus, parce que nous, on n'en peut plus, quoi. Et ils ont aussi une explosion des demandes. Bon, ben, on va se former, alors. Une autre question, oui. Là, attendez, le micro arrive. Moi, je confirme qu'il y a une explosion de la demande. Et en fait, dans notre service à Tours, on a monté une consultation de contraception masculine. Et on se rend compte qu'effectivement, il y a une explosion de la demande, mais aussi parce qu'on permet aux gens de nous en parler. Et quand on discute avec les patientes de la contraception masculine et qu'on parle de la vasectomie, c'est vrai que la plupart du temps, elles disent « Ah non, il ne voudra jamais », mais ça dépend du type de patiente qu'on voit. Et il y a vraiment un profil aujourd'hui de trentenaires qui sont très demandeurs, pour les raisons que tu disais tout à l'heure, assez écologiques et autres. Mais vraiment, il y a une transformation, je trouve, là, c'est quelques derniers mois peut-être. Et dans les demandes d'IVG, maintenant, je parle systématiquement de contraception masculine, et il y a vraiment une adhésion. De là à ce que l'adhésion, elle aille jusqu'au bout, mais en tout cas, un intérêt porté sur la contraception masculine. Oui. Et c'est aussi peut-être parce qu'on n'en parlait jamais que dans l'inconscient collectif, c'est les femmes, et ainsi de suite. Donc c'est aussi à nous de changer notre discours pour qu'un jour, on nous dise « Et au fait, vous n'avez pas parlé de contraception masculine ?» Oui, tu as raison. Alors, il y a une question au fond, et ce sera la dernière. Je suis désolé, parce que sinon, le dernier topo va être complètement torpillé, et ce serait dommage. Moi, c'est juste une question sur l'organisation du comité éthique. Est-ce qu'il y a des subventions dans les structures, qu'elles soient publiques ou privées? Ça demande du temps, peut-être un secrétariat, etc. Est-ce que l'État subventionne ou pas du tout? Non. Est-ce que vous faites un compte-rendu de réunion quand vous voyez le couple? Ouais, je ne vous ai pas dit tout ça, mais on a structuré au fil des années avec un secrétariat, en fait, quand on rencontre une femme ou un homme jeune pour cette demande, par exemple, et on va recueillir son récit, on va le dire au staff. Rien ne se passe avec ce support-là, c'est dans le dire. Hein. Et ensuite, le staff délibère, argumente. Et c'est cette argumentation qui est restituée à cette femme ou à cet homme jeune, ainsi qu'au chirurgien, urologue ou gynéco, peu importe. Hein. Et ça, c'est un vrai travail et qui n'est reconnu qu'un tout petit peu. C'est-à-dire que nous, dans notre structure, qui est une structure privée, mais participant au service public, et SPIC, on n'a pas eu de moyens du tout. En revanche, pour les soignants qui participent, pas les médecins, mais pour les soignants qui participent à ce staff, il y a une reconnaissance en termes de temps de travail. C'est reconnu comme tel. Merci Philippe pour ce topo. Et nous allons du coup enchaîner avec la dernière présentation, présentée par Lucie Cause, qui est interne dans le service du docteur Vigoureux, qui va présenter l'étude Aspilox sur l'anesthésie locale.
Bonjour, je me présente, je suis Lucico, je suis une interne de gynécologie médicale au CHU de Nantes. Et avec le docteur Vigoureux qui n'a pas pu être là malheureusement aujourd'hui pour des raisons de service, on a monté un protocole qu'on a nommé Aspiloc, qui en fait le principe c'était de faire un état des lieux des techniques d'anesthésie locale dans l'IVG instrumentale et de regarder un peu s'il y avait des facteurs prédictifs de douleur. Alors, juste une petite diapo rappel sur l'IVG en France, même s'il y a eu plein d'informations déjà cet après-midi. Sur les chiffres de 2020, il y a eu 222 000 IVG en France, dont 28% d'IVG instrumentale. Quand on reprend les recommandations de la HAS en 2016, j'ai remis à 16 semaines, mais entre 7 et 16 semaines, ce qui est recommandé pour l'anesthésie locale, c'est un bloc paracervical. Quand on reprend par contre les recommandations de l'ANES de 2001, c'était plutôt l'injection de lidocaïne en intracervical. Donc nous, on s'est dit avec le docteur Vigoureux, ce serait intéressant de regarder ce qui se fait en France dans toutes les techniques d'anesthésie locale. Donc on a monté un protocole pour une étude qui était prospective, multicentrique, descriptive, qui a été approuvée par le comité d'éthique de Nantes. Alors, l'idée c'était de recruter des femmes majeures qui souhaitaient une IVG instrumentale sous anesthésie locale et qui devait être réalisée entre le début de l'étude, à savoir le 6 septembre 2021, et la fin de l'étude le 6 novembre 2021. Ont été exclues toutes les femmes mineures et toutes les patientes qui ont été finalement en anesthésie générale. Pour faire le recueil de cette étude, il y avait 2 questionnaires, c'est-à-dire qu'on a contacté 13 centres en France. Donc le Grand Ouest, ça faisait Nantes, Angers, Tours, Rennes, Orléans et des centres à Paris. Ça, on a choisi ces centres plus par réseau du docteur Vigoureux que par choix particulier. Il y avait 2 questionnaires à remplir. Un premier questionnaire pour le praticien qui pratique l'IVG et sous anesthésie locale, qu'il remplissait qu'une seule fois avec toutes ses informations à lui et sa technique à lui, et un questionnaire qui était rempli à chaque inclusion, donc à chaque patiente, concernant les informations de la patiente. L'objectif principal de cette étude, c'était de décrire les techniques d'anesthésie locale dans l'IVG instrumentale, avec comme objectif secondaire, c'est d'évaluer les facteurs prédictifs de la douleur. On a choisi un EVA à 70 en se disant que sur les paliers de l'OMS, c'était un objectif qui n'était pas considéré correct parce que c'était des douleurs qui sont morphiniques, qui sont quand même importantes. Et le deuxième objectif secondaire, c'était d'évaluer la douleur selon les types d'antalgie utilisés. À savoir, pour l'évaluation de la douleur, il y avait 4 questions dans le questionnaire pour la patiente que le praticien lui posait en lui montrant l'échelle qui était uniformisée pour tous les centres. Une première question sur le moment le plus douloureux du geste, à savoir qu'entre le geste, ça va de la préparation cervicale au retrait du spéculum après l'aspiration. Et quel est l'EVA général du geste, quel est l'EVA le plus important maximal lors du geste, et l'EVA 5 minutes après le geste. Et à quel moment l'EVA le plus important correspond, c'est-à-dire entre la préparation cervicale, la pose du spéculum, la dilatation, jusqu'à la contraction utérine en fin d'aspiration. Ce qu'on a regardé, sur la patiente, c'est tous ces critères-là, c'est-à-dire qu'on a son âge, sa situation maritale, la catégorie socio-professionnelle, tout son parcours médical avec sa gestité, sa parité, si elle a des dysménorrhées, si elle a déjà eu des IVG, quel type d'IVG et combien, si elle a un antécédent de violence. On n'a pas fait la distinction entre violence sexuelle, psychique, obstétricale, juste violence. Pendant le geste, on regardait aussi son terme, s'il y avait eu un prélèvement vaginal et quel était le résultat de ce prélèvement vaginal, quelle était la préparation cervicale, s'il y avait une salle dédiée ou pas pour cette patiente, une salle blanche en général, s'il y avait un personnel dédié pour le geste, s'il y avait un accompagnant aussi pour la patiente pendant le geste. Et sur le geste, en général, on regardait aussi la durée du geste, le délai entre l'anesthésie locale et le moment où on faisait l'aspiration, la technique utilisée, le matériel utilisé, les antalgies utilisées, et s'il y avait eu des difficultés pendant le geste. Alors, en résultat, on a eu, sur les 13 centres, on a eu 57 praticiens qui ont accepté de participer à l'étude et de recruter des patientes. Il y avait une majorité de femmes, une grande majorité aussi de médecins généralistes. L'âge moyen de ces praticiens était de 40 ans, avec une expérience dans le domaine de l'IVG de 8 ans, à peu près. Sur toute l'étude, donc, qui a duré de septembre à novembre, il y a eu 330 femmes incluses qui avaient à peu près 30 ans. Le minimum étant de 18 ans, le maximum étant de 42 ans, 44, je ne sais plus.
La gestité en moyenne était de 2 grossesses et pour un enfant en moyenne. 47% de ces femmes déclaraient avoir déjà eu des dysménorrhées ou avaient des dysménorrhées, dont le VA médian était 51 sur 10, sachant qu'on calcule sur 100 mm pour l'échelle de la douleur. 24% d'entre elles déclarent avoir déjà subi de la violence au cours de leur vie et 39% des patientes avaient déjà eu une interruption de grossesse par le passé. Alors, ça, c'est vraiment la description des techniques. Sachant que nous, on s'est vraiment intéressé à l'anesthésie locale. Il y a eu 3 grandes techniques répertoriées. La paracervicale qui consistait à mettre dans les cul-de-sac vaginaux une aiguille à une profondeur de 0,5 cm en moyenne, une injection de chaque côté, avec un délai entre le moment où on injectait l'anesthésie locale et le moment où on commençait le geste de 3 minutes. Et la plupart du temps, la molécule utilisée d'anesthésie, c'était de la lidocaïne. On peut regarder un peu les petites flèches, je ne sais pas si on les voit bien, mais... Le deuxième groupe, c'était ce qu'on appelle le groupe intramyométrial ou intracervical profond. Là, c'était plutôt des aiguilles à PL qui étaient utilisées pour avoir la distance suffisante. La profondeur d'injection, c'était plutôt entre 4 et 10 cm, avec un peu moins de 2 injections en nombre le long du myomètre. Et la molécule la plus utilisée, c'était la mépivacaïne, avec un tiers aussi de lidocaïne et aussi un peu moins d'un tiers de lidocaïne adrénalinée. Et le troisième groupe qu'on a repéré, c'était des techniques d'anesthésie locale qui prenaient en compte deux injections différentes. La paracervicale et en plus un intracervical, pas aussi profond que l'intramyométrial, mais avec une injection quand même le long du canal cervical, avec une profondeur inférieure à 3 cm. Dans ces cas-là, il y avait plutôt entre 2 injections en paracervical et 2 injections en intracervical. Là aussi, il y avait un délai de 3 minutes en moyenne, et la molécule la plus utilisée, c'était la lidocaïne adrénalinée. À savoir que pour le groupe intramyométrial, le délai était très réduit, plutôt autour de 1 minute. Les groupes étaient assez similaires. On a réussi à avoir un peu plus d'une centaine de patientes dans chaque groupe. Ça, c'est pas fait exprès, c'est vraiment parce que les praticiens qui ont fait de l'intramyométrial, qui sont moins nombreux, ont inclus plus de patientes. Et sur l'EVA général du geste, donc qui commence de la préparation cervicale jusqu'au retrait du spéculum et à la contraction utérine en fin d'aspiration aussi, on a regardé un peu l'EVA général du geste. Sur le paracervical, on est autour de 30 sur 100, un peu plus pour l'intracervical et le paracervical, et plutôt autour de 42 sur 100 pour l'intramyométrial. Avec le moment le plus douloureux, c'est toujours c'est l'aspiration entre le paracervical et l'intramyométrial qui est différent pour le groupe intracervical et paracervical. Là, en fait, dans le groupe intramyométrial, ça va être surtout l'anesthésie locale qui va changer par rapport au groupe paracervical, qui va être plus douloureux ici. Et là, c'est plutôt la contraction utérine en fin d'aspiration. C'est les chiffres là, de l'EVA général, on les retrouve aussi sur l'EVA maximal et sur l'EVA à 5 minutes après la fin du geste. C'est-à-dire une fois que la patiente est déjà rhabillée. C'est des chiffres qui sont similaires, mais avec des EVA beaucoup plus faibles, plutôt autour de 10-15 pour les EVA à 5 minutes. Alors, à savoir évidemment qu'il y a quand même des différences dans les groupes et qu'on ne peut pas se dire que l'intramyométrial est plus douloureux. C'est qu'on a repéré aussi que les patientes étaient plus jeunes dans ce groupe-là, qu'elles avaient plus de dysménorrhées surtout. Elles étaient à 53% de ce groupe qui avaient des dysménorrhées, en comparaison au groupe paracervical qui avait plutôt 38% de dysménorrhées avec un chiffre qui était significatif. Pour les violences, il y avait aussi moins de violences, d'antécédents de violence dans le groupe paracervical, les antécédents d'IVG étant similaires dans les 3 groupes. Et le troisième facteur, en plus de l'âge et de la dysménorrhée qui fait que les groupes ne sont pas forcément très comparables, c'est le délai entre l'anesthésie et le début du geste. Parce qu'on est plutôt à 3 minutes pour paracervical, 2 minutes pour l'intracervical et paracervical, et un peu moins de 2 minutes pour l'intramyométrial. Ce qui fait que ça ralentit d'emblée le geste entier. On est plutôt autour de 5 minutes pour l'intramyométrial, un peu moins de 9 minutes pour le paracervical et un peu moins de 6 minutes pour le intracervical et paracervical. Ça, j'ai mis ce tableau-là parce qu'en fait,
Si on regarde juste le tableau précédent, on peut se dire « Ah, mais du coup, l'intramémétrial est plus douloureux ». Mais il faut remettre entre parenthèses que quand on prend les facteurs prédictifs qui ont déjà été retrouvés dans d'autres études, c'est à mettre entre grands guillemets. On avait aussi regardé pour les EVA en se disant qu'on va faire les paliers de l'OMS avec inférieur à 30, entre 30 et 70 et supérieur à 70. En regardant les patientes qui n'avaient jamais eu d'enfants, est-ce qu'elles avaient plus de douleurs que celles qui en avaient déjà eu des enfants, ce qui est un peu le cas même si le chiffre n'est pas significatif. On a aussi regardé le terme pour voir si, en fonction du terme, les patientes étaient plus douloureuses pour les termes avancés que les termes en dessous de cette semaine. On n'a pas remarqué de différence particulière. Pour les dysménorrhées, on voit qu'il y a plus de douleurs. Enfin, les douleurs des patientes qui ont des dysménorrhées se situent plus entre 30 et 70 sur une échelle de 100. Après, on a aussi un chiffre de VA supérieur à 70 qui est assez petit. Et que le deuxième facteur, c'est que l'âge, plus les patientes étaient jeunes, plus il y avait des douleurs importantes qui sont nécessitées des morphiniques, en théorie. Là, c'est le tableau pour les praticiens. Juste pour vous refaire un peu le point sur les praticiens, pour voir si, en fonction de l'expérience, il y avait forcément des différences. Sur l'âge, on n'a pas remarqué de différence, parce que le chiffre n'est pas significatif, et sur 2 ans, c'est pas très... Ah mince. Sur 2 ans, c'est pas très facile de conclure. Pareil, sur nos statistiques, il s'est retrouvé que les médecins généralistes, ils avaient plus souvent des douleurs importantes. Mais après, il y avait aussi 83% de médecins généralistes dans l'étude. Sachant qu'on avait 3 gynécologues obstétriciens et 1 gynécologue médical. Donc, entre grands guillemets encore. En cours, il nous reste encore pas mal d'analyses multivariées à faire. C'est-à-dire que là, c'était juste des analyses univariées. On n'a pas du tout encore ajusté les groupes sur les dysménorrhées, sur l'âge, ni sur les centres. Et qu'il nous reste encore les analyses multivariées pour permettre de vraiment conclure sur la technique et l'efficacité de chaque technique en fonction des facteurs prédictifs qu'on aurait pu retrouver, qui sont les dysménorrhées et l'âge, et les centres. Il y a 3 techniques différentes. Pour le moment, quand on regarde, c'est plutôt en faveur de la technique paracervicale, mais encore une fois, c'est en attente des analyses multivariées, parce qu'on voit bien que dans le groupe intramémétrial, il y a plus de dysménorrhées, les patientes sont plus jeunes, donc forcément, si on sait que c'est des facteurs prédictifs, c'est à mettre entre grands guillemets. Les facteurs prédictifs de la douleur qu'on a retrouvés pour l'instant dans cette étude, c'est du coup les dysménorrhées, c'est-à-dire que les patientes qui ont déjà eu des douleurs pendant leurs règles, elles vont être plus douloureuses lors du geste. Les patientes qui sont plus jeunes, elles vont aussi être plus douloureuses pendant le geste, et celles qui n'ont jamais eu d'enfant seront plus douloureuses. Les limites de cette étude pour l'interprétation, il y a un biais d'évaluation qui est clair, parce qu'en fait, c'est fait par l'évaluation de la douleur, elle est faite par les praticiens. Même si la patiente elle est à l'échelle, c'est le praticien qui pose la question, et ça reste une évaluation de la douleur, qui est un critère subjectif. Il y a aussi un biais de recrutement, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout les patientes mineures qui font aussi partie de la cohorte de l'interruption de grossesse, et ce biais de recrutement, il est aussi dépendant des praticiens qui étaient motivés de participer à l'étude. C'est-à-dire qu'on n'a que 13 centres en France, et on n'a que certains praticiens de chaque centre, parce que tout le monde ne voulait pas forcément participer à cette étude. Et c'est une étude qui est évidemment pas randomisée, puisqu'elle est descriptive. Donc on n'a absolument pas intervenu dans les protocoles de chacun. Là, le bloc paracervical sur les données, encore une fois, univariées qu'on a, semble plus efficace sur la prise en charge de la douleur. C'est aussi celle qui a été le plus évaluée. Quand on regarde les revues systématiques de Renner en 2010, c'est là où il y a le plus de description de cette technique, avec le délai, le type de molécule utilisée, les points d'injection, le nombre d'injections. Pareil pour les RPC 2016, c'est celle dont on parle le plus. Mais encore une fois, dans d'autres études, on ne montre pas qu'il y ait de supériorité à cette technique. Notamment une étude de Cannes en 2004 qui ne retrouve pas de supériorité de cette technique par rapport à l'injection intracervicale. Et encore une fois, dans les études, en fait, ils ne décrivent pas vraiment une standardisation des méthodes. Le bloc paracervical, il est juste marqué bloc paracervical. Dans les études qui ne l'évaluent pas, on ne sait pas où est-ce qu'ils injectent, à quelle profondeur, ni quelle molécule est utilisée, ni les antalgies complémentaires qui sont utilisées. Et encore une fois, cette technique, le bloc paracervical, le bloc intramémétrial ou l'injection intracervicale, ça dépend de la faisabilité, c'est-à-dire que ça dépend de l'expérience du praticien et de la formation qu'il a eue. On a remarqué que dans les centres de l'Ouest, les praticiens qui étaient formés par les praticiens qui étaient déjà en exercice dans l'Ouest faisaient plus de blocs paracervical.
donc forcément étaient plus à même de former au bloc paracervical. À Paris, il y a plus de blocs intramyométriales dans les centres où les praticiens ont bien voulu se former et essayent de former leurs compères. Pour l'injection intracervicale, là je parle de l'injection intracervicale profonde et l'injection intramyométriale, il n'y a pas beaucoup d'études, mais il y a une étude en 92 qui montrait qu'une injection profonde à 3 cm était plus efficace qu'une injection à 1,5 cm dans l'injection intracervicale. Mais il n'y a pas d'études sur le bloc, enfin sur l'injection intramyométrale qui est très profonde avec les DUAPL. On sait qu'en Belgique, ils l'utilisent beaucoup, mais je n'ai pas retrouvé d'études sur l'efficacité sur la prise en charge de la douleur. Et ça nous semblait intéressant de voir un peu, parce qu'on se pose la question de dire s'ils le font, c'est qu'a priori ça marche, sinon ça ferait longtemps qu'ils se seraient arrêtés de le faire. Mais comme on n'a pas d'études pour conclure, c'est pour ça qu'on a fait cette étude-là. Après, c'est difficile de conclure sur une seule étude où il nous manque encore les analyses multivariées. L'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire après. C'est-à-dire là, les 14-16, pour l'instant, nous, au CHU de Nantes, il n'y a pas du tout d'anesthésie locale pratiquée et ce n'est pas prévu pour le moment. Est-ce qu'on pourrait faire une étude randomisée, mais comment on la met en place? Parce que, encore une fois, les praticiens, ils sont formés en général à 1 voire 2 techniques. Et quel est l'intérêt? C'est-à-dire que s'il n'y a pas une technique plus qu'une autre qui est complètement contre-indiquée et qui fait trop de douleur pour les patientes. Là, il y a une prochaine étude qui va se mettre en place au CHU de Nantes avec d'autres internes pour voir aussi si il y a un score qui nous permettrait de mieux recruter les patientes qui seraient susceptibles de tolérer l'anesthésie locale de manière générale. C'est-à-dire que les patientes, par exemple, la question qu'elles se posent, c'est est-ce que les patientes qui ont un antécédent de violence gynécologique ou obstétricale, est-ce que ce seraient des patientes qui toléreraient assez l'anesthésie locale pour ne pas être trop douloureuses? Ça, c'est des données qu'on aura plus tard. En conclusion, donc pour le moment, nous, on a repéré 3 techniques différentes utilisées dans les 13 centres qui ont fait partie de l'étude. Pour le moment, encore une fois, en faveur de la technique paracervicale, mais encore une fois, ça va dépendre des analyses multivariées sur la dysménorrhée, sur l'âge des patientes. On a repéré 3 facteurs prédictifs de la douleur qui sont les dysménorrhées, l'âge jeune et la nulliparité. Et on est en attente des analyses multivariées. Merci. Merci Lucie de cette belle présentation. En attendant que les micros arrivent aux mains qui se lèvent, j'ai envie de vous poser une question sur la jeune primigeste dysménorrhéique. Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de faire une prise en charge de la douleur complémentaire, Péros par exemple? On a tout regardé, les antalgies utilisées dans chaque centre, avec chaque patiente, mais il y a tellement de protocoles différents, et comme il y a beaucoup de praticiens qui adaptent la prise en charge de la douleur en rajoutant ou pas des antalgiques Péros, soit en rajoutant de l'oxynorme, il y a de l'hypnose, il y a la bouillotte, il y a de la musique, il y a plein de choses, et là pour l'instant il y a tellement de données qu'on n'arrive pas à analyser celle qui aura un impact en fonction de l'âge jeune de la dysménorrhée. Parce que c'est l'idéal, on disait que la prise en charge de la douleur est adaptée à la patiente et qu'au fur et à mesure, on peut essayer de lui donner un peu plus, mettre en place une bouillotte, de l'hypnose conversationnelle. Mais ça, pour l'instant, je n'ai pas les données. Il y a trop de données, mais effectivement, oui. Merci. Ma question était pareille, comme j'ai participé, je voulais savoir si vous aviez travaillé sur les antalgiques complémentaires et les prémédications antalgiques. Justement, c'est là pour l'instant, comme la préparation cervicale, il y a des protocoles différents dans chaque centre et adaptés à chaque patiente et au terme. Donc en fait, pour l'instant, on ne peut rien en faire de ces données-là. Il faut qu'on réfléchisse pour savoir comment on pourrait, en squeezant, parce qu'en fait, en tout, je crois qu'il y a 25 antalgies supplémentaires en comptant la musique, l'hypnose différentes. Donc sur les 330 patientes, je pense pas à Rennes, elles ont quasi toutes les mêmes protocoles. Mais c'est-à-dire qu'ils ne s'adaptent pas forcément. Dans les autres centres, elles ont quasi toutes quelque chose de différent, que ce soit la musique, que ce soit le kétoprophène ou l'ibuprofène, c'est hyper difficile de dire là pour le moment. D'autres questions? Alors, il nous reste à remercier le collège d'avoir organisé cette session et à vous tous ici présents qui êtes restés jusqu'au bout.